Bonjour à tous et bienvenue pour un C'est lundi, que lisez-vous? Alors comme vous pouvez le constater, j'ai changé de décor puisque je suis en vacances, je ne suis plus dans mon appartement lyonnais. Donc je ne maîtrise pas encore beaucoup la luminosité et le cadrage, etc. Donc ça peut être un petit peu bizarre. Mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, je crois que ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas fait ce rendez-vous-là. Donc je suis un petit peu en retard. J'ai pas mal de choses à vous présenter, donc je vais essayer d'aller assez vite pour que la vidéo ne dure pas plus de 30 minutes, puisque 30 c'est mon chiffre, donc je vais essayer de pas faire plus. Alors, les 2 premiers livres que j'ai lus, je ne peux pas vous les présenter puisque je les ai lus avant de partir en vacances, donc je les ai laissés dans mon appartement lyonnais, j'avais pas envie de charger ma valise juste pour tourner cette vidéo, donc ils sont restés à Lyon. Alors le premier livre, c'est Sœur sorcière, le tome 1 de Jessica Spotswood, chez Nathan. J'ai rédigé la chronique sur le blog avant-hier, donc vous pouvez aller la lire si vous voulez, je vous mettrai le lien en descriptif comme d'habitude. Alors, j'avais très peur de commencer cette lecture puisque j'avais peur de lire quelque chose qui ressemblait à Wicca de Kate Tiernan, quelque chose de très jeunesse, quelque chose qui m'avait pas plu du tout. J'avais trouvé que c'était vraiment trop exagéré, qu'il y avait un côté très ridicule, enfin bref, ça m'avait pas plu du tout Wicca, et j'avais vraiment peur de retomber dans les clichés avec Sœur sorcière. Et en fait, j'ai été agréablement surprise par cette lecture. Alors ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une très belle lecture. Alors je reviens très rapidement dessus puisque vous pouvez aller voir tous les détails dans la chronique écrite. On suit 3 sœurs, Kate qui va bientôt avoir 17 ans, Maura qui a 15 ans et Tess qui a environ 12 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ces 3 sœurs sont sorcières, elles vivent dans une société où c'est l'ordre des frères qui domine. Si vous voulez, avant il y a eu l'ère des sorcières. Les sorcières étaient donc à la tête du pays, mais il y a eu une sorte d'inquisition, de chasse aux sorcières. Ces personnes ont été brûlées, ont été torturées, bref, on a voulu se débarrasser des sorcières qui, a priori, avaient un gouvernement trop libéré, les femmes avaient trop de pouvoir. Bref, les frères ont repris le pouvoir et nous sommes maintenant dans une société, apparemment ça se passe dans une Angleterre imaginaire, au tournant d'un XXe siècle imaginaire donc, et à ce moment-là ce sont donc les frères qui dominent, et on est dans une société vraiment patriarcale, les femmes sont des moins que rien, ne servent à pas grand-chose à part procréer. Il y a énormément de censure, les livres sont interdits pour la plupart. Et donc dans cette société, être sorcière c'est vraiment très mal vu, puisque si quelqu'un vous dénonce, dans le meilleur des cas, vous allez dans une institution comme une sorte d'asile psychiatrique, quelque chose comme ça, soit vous disparaissez et personne ne sait comment vous disparaissez, où vous disparaissez. Voilà, donc les 3 sœurs vivent avec leur père qui est toujours absent. Leur maman est morte quelques temps avant, c'était également une sorcière. Elle leur a appris ce qu'elle pouvait, pas grand chose. Le papa n'est pas du tout au courant des pouvoirs. Donc les 3 sœurs doivent garder leur secret, et c'est vraiment pas facile de tenir ça secret tous les jours. Kate, la plus vieille, qui a 17 ans, enfin qui va avoir 17 ans, est la narratrice principale, et elle nous explique qu'elle a fait la promesse à sa maman de toujours veiller sur ses sœurs, de les garder en sécurité. Donc elle essaye tant bien que mal de tenir sa promesse, ce qui n'est pas facile avec une sœur comme Maura qui a 15 ans et qui est très impétueuse, très impulsive, qui elle adore être sorcière et n'a pas du tout envie de se cacher. C'est pas facile, vous vous doutez bien. Et la petite sœur Tess qui est plus douce, plus calme, mais qui cache un grand pouvoir, donc pas facile de garder. D'un côté, Kate doit garder ce secret et doit protéger ses sœurs, et à côté de ça, elle doit aussi penser à son avenir puisque ses 17 ans approchent, et lorsque les femmes approchent des 17 ans dans ce monde imaginaire, elles doivent choisir soit de se marier, donc avec un mari qu'elles ont choisi,
ou avec un mari imposé par les frères, soit de partir au couvent des sœurs. Donc pas beaucoup de choix. Et Kate, voilà, elle est en plein doute. Elle ne sait pas s'il faut qu'elle accepte la proposition d'un ancien ami d'enfance qui revient et qui semble avoir envie de l'épouser, ce qui pourrait la mettre en dehors du besoin et un petit peu en sécurité, mais qui l'éloignerait de ses sœurs, puisqu'il faudrait qu'elle déménage dans la capitale qui est New London. Donc elle a ce choix-là. Elle a le choix d'avoir un mari imposé par les frères, bof, et elle a le choix de partir au couvent des sœurs. Voilà en gros ce qu'on découvre au début, et en fait un quatrième choix se profile au fil des pages, je ne vous en dis pas plus sinon ça serait vous spoiler. Un quatrième choix qui a priori pourrait être idéal mais qui n'est pas sans danger. Voilà en gros ce qui se passe. J'ai vraiment beaucoup aimé la narration à la première personne, le point de vue de Kate. Je me suis beaucoup attachée à elle, j'ai trouvé que c'était une héroïne qui était vraiment très responsable, très posée, qui n'hésite pas à mettre son avenir, son bonheur de côté pour ses deux jeunes sœurs. J'ai vraiment apprécié ce côté très mature de Kate. Et j'espère que ça sera elle qui sera narratrice dans les prochains tomes, puisque si on passe d'une narratrice à l'autre selon les tomes, ce qui voudrait dire que le prochain tome serait du point de vue de Maura, donc la sœur du milieu de 15 ans, avec laquelle j'ai un petit peu de mal, donc je sais pas si ça passera très bien. Après, ça serait peut-être l'occasion de la découvrir justement d'une façon un peu différente, mais j'ai vraiment aimé la narration du point de vue de Kate, qui est un personnage très intéressant je trouve. Voilà, j'ai bien aimé l'intrigue qui tient bien en haleine, on a envie de connaître la suite, on a envie d'aller jusqu'à la fin, le dénouement est assez surprenant finalement, enfin quand on y réfléchit c'est pas si surprenant que ça mais ça marche bien quand même. Voilà, j'ai bien aimé l'aspect sorcellerie qui n'est ni trop exagéré ni trop subtil. Donc ça va, c'est pas bling bling comme je l'ai dit dans ma chronique écrite, les choses que je n'aime pas, comme dans Wicca de Kate Tiernan, c'était vraiment du grand spectacle très américain et je trouve ça assez ridicule. Là non, les filles jettent leur sort avec des termes latins, un petit peu comme dans Harry Potter. Donc voilà, ça reste assez classique, mais c'est bien maîtrisé, je vous le dis, pas trop exagéré, donc voilà, j'ai bien aimé ce côté-là. Je pense que c'est tout, il y a juste un petit bémol que j'ai relevé, c'est l'aspect très manichéen. En fait, vous avez, comme la narratrice principale est Kate, et que Kate ne connaît pas tout de son monde, de son univers, on a vraiment que son point de vue, et de son point de vue, les frères sont des gros méchants, ont un gouvernement avec la censure, aucune liberté pour les femmes, etc. Et d'un autre côté, on voudrait presque nous faire croire que la voie de la sorcellerie, c'est la bonne voie, entre guillemets. Et c'est un côté un peu manichéen, je trouve ça un petit peu trop. Mais bon, comme Kate est la narratrice principale, on n'a pas toutes les clés en main, on n'a que son point de vue à elle, donc c'est peut-être pour ça qu'on a cet aspect très manichéen. J'atténue quand même en disant que l'auteur atténue les choses du côté de la sorcellerie, et elle nous montre que finalement c'était pas si bien que ça. Donc de ce point de vue là c'est pas mal. J'espère qu'elle continuera ça avec les frères, et j'espère que ce sera pas juste des gros méchants qui le cachent quand même de bon côté. En tout cas j'espère, ça serait plus sympa je pense. Voilà, je m'arrête là, ça fait déjà 9 minutes. Bref. Ensuite, j'ai lu un autre livre que je ne peux pas vous présenter non plus puisqu'il est resté à Lyon. C'est le premier tome de Blood of Eden de Julie Kagawa. Ça s'appelle Je suis une immortelle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est pas un coup de cœur, mais ça s'approche vraiment d'une très bonne découverte. Donc, on suit Ali, l'héroïne, qui est adolescente, je me souviens plus quel âge elle a, 17-18 ans pareil, enfin bref, ce sont tous les livres young adultes, je suis désolée j'ai un moucheron, tous les livres young adultes c'est à peu près la même
la même tranche d'âge, donc Ali a 17 ou 18 ans à peu près. Elle vit dans un monde futuriste où les vampires ont pris le pouvoir. Donc elle vit dans une grande ville, enfin ce qu'on peut appeler dans une grande ville, dans ce monde-là. Et vous avez au centre, à l'intérieur des murailles, les vampires qui gouvernent, avec leurs esclaves humains, esclaves puisque dès qu'ils ont envie de boire du sang, ils ont leurs humains attitrés et ils vont se servir et ils se nourrissent. En dehors des murailles, vous avez tous les humains qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas envie de devenir la banque du sang des vampires. Et donc Ali fait partie de ce cercle autour de la ville, ce cercle de non enregistrés. Elle fait partie d'un petit clan, ils sont quelques-uns à vivre au même endroit et à se soutenir, à trouver de la nourriture, et puis à survivre, voilà, ensemble, ils se soutiennent. Là, si vous n'êtes pas enregistré, si vous vivez donc dans le cercle autour de la ville des vampires, vous ne mangez pas à votre faim, puisque vous n'avez pratiquement aucune nourriture. Vous n'avez accès à rien, puisque vous ne pouvez pas entrer dans la ville pour aller acheter de la nourriture. Ou, voilà, vous vous débrouillez avec ce qu'il y a, donc dans les poubelles, etc. Vous ne pouvez donc pas entrer dans la ville à moins d'entrer de façon détournée, mais comme il y a des gardes, c'est très dangereux. Et vous pouvez aller fouiller en dehors de la ville, donc plutôt à l'extérieur du cercle externe à la ville, dans la nature. Mais là, le problème, c'est que dans la nature, vous avez des créatures encore pires que les vampires qui s'appellent des enragés. Et alors là, c'est vraiment encore plus dangereux. Ces enragés, en fait, m'ont fait penser aux créatures un petit peu dans 28 jours plus tard. Voilà, c'est un peu ce genre-là. Donc, c'est pas une vie hyper facile. D'un point de vue général, de toute façon, j'ai trouvé que le monde décrit était vraiment très très sombre et très glauque. Alors, j'ai trouvé que c'était un mélange entre Je suis une légende, 28 jours plus tard et La route. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'univers, l'atmosphère que ça fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant dans un livre young adulte. C'est vraiment bien rendu. Voilà pour l'univers. Donc Ali, en fait, elle déteste les vampires et elle déteste encore plus les humains qui sont d'accord pour donner leur sang et qui sont devenus des esclaves. Elle veut rester libre, elle ne veut surtout pas être à la solde d'un vampire. Et en fait, manque de chance, alors qu'elle était en recherche à l'extérieur dans la nature, elle avait trouvé une planque en fait, comme un ancien bunker avec donc creusé dans le sol, avec plein de boîtes de conserve, etc. Elle avait trouvé ça. Elle avait réussi à convaincre sa bande d'aller chercher toutes les boîtes de conserve dans la journée, mais il y a eu plein de péripéties, etc. Donc ils se retrouvent dans la nature la nuit, au moment où sortent les enragés, et en fait ça tourne très mal. Et Ali se retrouve mortellement blessé par un enragé, et chance ou malchance, vous le verrez par la suite, elle tombe sur un vampire qui lui propose, eh bien, soit tu meurs de la blessure d'un enragé, soit j'essaye de te transformer en vampire. Il y a peu de chances que ça marche, mais tu as plus de chances d'être... il vaut peut-être mieux être vampire plutôt que définitivement morte ou enragée. Donc Ali, sur le coup, elle n'a qu'une envie, c'est vivre, ou au moins avoir un semblant de vie, donc elle accepte de devenir vampire. Donc elle se fait transformer, et une nouvelle vie commence. Le problème, c'est que elle se rend compte que ce qu'elle pensait des vampires, elle pensait que c'était des monstres, c'était encore en dessous de ce qu'ils sont réellement. Et elle a vraiment énormément de mal avec sa nouvelle nature. Donc on a une première partie un petit peu où elle va apprendre à vivre en tant que vampire avec son mentor. Et puis, par la force des choses, ils vont être séparés. Elle va partir en road trip toute seule dans la nature. Et c'est là que j'ai trouvé que ça faisait vraiment la route, puisque vous avez un paysage désolé, tout est en ruine. Pardon.
vous avez, enfin vraiment ça m'a fait penser aux images de la route dans son voyage. Et la deuxième partie de l'histoire, c'est qu'elle tombe sur un groupe d'humains et elle va voyager avec eux. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle garde son secret. Parce qu'être un vampire, c'est pas facile. La chance qu'elle a, c'est que ce groupe d'humains se déplace la nuit, puisque sans grande originalité dans cette histoire, les vampires dorment le jour et vivent la nuit. En fait, je trouve que c'est assez classique niveau mythologie vampirique entre guillemets. Donc les vampires sont plus rapides, ont plus de force, ils se nourrissent de sang, ils doivent dormir le jour et se déplacer la nuit. En fait, dès que les premiers rayons du soleil apparaissent, une énorme fatigue leur tombe dessus et ils sont obligés d'aller s'enterrer dans le sol assez profondément ou alors être dans une pièce complètement fermée. Donc de ce point de vue-là, c'est très classique. Voilà, et pour les tuer, il faut les décapiter ou leur planter un pieu dans le cœur, me semble-t-il. Je suis plus très sûre. Enfin, décapiter, c'est sûr. Et le feu aussi, voilà, le feu les détruit. Donc, assez classique, mais ça m'a pas gênée, c'est plutôt bien mené. Voilà, donc à côté de tout ça, donc on a la réflexion vampire, monstre, est-ce qu'on peut être un vampire mais quand même avoir un côté très humain, vivre avec des humains, ressentir des choses, etc. Donc ça, Ali nous le présente bien. Tout au long de la lecture, on a cette réflexion qui est assez intéressante. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'aspect scientifique qu'il y a derrière, qui m'a fait penser donc à Je suis une légende, puisqu'en fait, les enragés n'ont pas été créés comme ça par l'opération du Saint-Esprit. C'est à cause d'expériences d'humains que les enragés sont nés et que les vampires se sont multipliés et que le monde est ce qu'il est au moment du livre. Voilà, donc l'aspect très scientifique m'a bien plu. Enfin, je dis très scientifique, ça reste très abordable. C'est moins SF que Je suis une légende, où vous avez quand même des paragraphes qui parlent des globules, du sang, etc. Là non, ça reste très soft, hein, c'est quand même de la young adulte, mais on a quand même la réflexion scientifique derrière, ce que j'ai trouvé intéressant. Voilà, donc vraiment une très bonne surprise. Je lirai la suite quand elle sortira, j'espère qu'elle sortira assez vite, puisque ça m'a vraiment plu. On peut s'arrêter à la fin de ce premier tome, on a quand même une fin, un dénouement potable, on a quelques réponses à nos questions. On reste pas sur notre fin, ça va. Mais j'ai quand même d'autres questions et j'ai envie de lire la suite quand elle sortira, j'espère bientôt. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Delirium de Lorraine Oliver en lecture commune avec Elodie. Alors, quand j'ai commencé ce deuxième tome, je n'avais aucun souvenir du premier, à part la scène finale. Je vous le dis pas pour pas vous spoiler, mais je ne me souvenais que de ça. Donc je me suis dit ça va être très très dur de rentrer dans l'histoire. Et en fait, même s'il n'y a pas de prologue qui rappelle les choses, même s'il n'y a pas vraiment de résumé au début de ce deuxième tome, on arrive quand même assez facilement à s'immerger dans le monde créé par l'auteur. Alors il faut un temps d'adaptation pour se rappeler de tout ce qui s'est passé, mais ça va, elle nous redonne quand même quelques détails qui nous remettent dans le bain. Donc c'est quand même pas trop dur de reprendre ce deuxième tome, alors qu'on a lu le premier il y a des mois et des mois. Moi ça fait même des années, je pense que j'ai lu le premier. Là en fait, les adolescents, alors je sais plus à quel âge c'est, si c'est 16 ou 17 ans, enfin bon c'est à peu près le même âge, subissent une opération du cerveau qui les protège de la déliria, du délirium, enfin bon bref, de la maladie, de l'amour. Donc c'est une société très aseptisée où il n'y a aucun sentiment. En tout cas quand on est adulte, vraiment c'est très froid, on dirait des robots. Et Léna, dans le premier tome, elle avait découvert ce que c'était que l'amour grâce à Alex, un jeune homme qui n'avait pas été opéré, un rebelle, et qui lui avait fait découvrir ce que c'était que la vraie vie, entre guillemets, enfin en tout cas ce que c'était que la vie sans l'opération. Et donc Léna avait remis en question tout ce qu'elle avait appris depuis qu'elle était enfant, et avait été contaminée par ce déliria, ou ce délirium, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà. Mais
bon, je suis obligée un petit peu de spoiler pour vous raconter ce deuxième tome. À la fin du premier tome, Lena et Alex sont séparés. Et Lena se retrouve toute seule dans la nature. Là aussi, on a la nature. Donc, à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du monde aseptisé, donc du côté des rebelles. On la retrouve dans ce deuxième tome. En fait, c'est assez particulier au niveau de la narration, puisqu'on a deux sortes de chapitres. On a les chapitres qui sont intitulés « Maintenant » et les chapitres qui sont intitulés « Avant ». Voilà. Et dans les deux cas, c'est Lena qui est narratrice. Et en fait, ça va être un petit peu compliqué à expliquer. Les chapitres qui sont intitulés « Maintenant » relatent le présent de narration, ce qui se passe en ce moment, enfin pendant la lecture, et avant, ce qui s'est passé 6 mois avant, lorsque Lena est arrivée dans la nature et comment elle est devenue rebelle en fait. Donc les deux chapitres se croisent. Si vous voulez, on a un petit peu le début et pas la fin, mais ce qui s'est passé il y a 6 mois et comment elle en est arrivée au moment du présent de narration. C'est hyper compliqué à expliquer, mais une fois qu'on est dedans, ça va, à lire, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc cette narration peut un petit peu perturber, puisqu'on a des éléments forcément dans les chapitres maintenant qu'on ne comprend pas vraiment, parce qu'on n'a pas eu tout le développement entre avant et maintenant, et ce développement on va l'avoir au fil du roman, jusqu'au bout. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant en fait, de ne pas avoir une narration linéaire, de faire comme des retours en arrière, en fait, des flashbacks. Voilà, c'est un peu ça, hein. Les chapitres avant, c'est comme des flashbacks. Voilà, donc Lena arrive dans la nature, elle tombe sur un groupe de rebelles, enfin elle tombe, il lui tombe dessus plutôt et il la sauve puisqu'elle est vraiment déshydratée, elle est au bout de ses forces, elle est restée plusieurs jours sans boire ni manger, et elle savait pas du tout où aller, donc il y a un groupe qui la secourt, et elle devient membre du groupe, même si c'est pas facile de s'intégrer dans une bande. Voilà, et elle devient rebelle au fil des semaines, au fil des mois, elle apprend de plus en plus de choses, elle apprend à se battre, elle apprend à survivre dans la nature, voilà, tout simplement. Et en fait, on se rend compte que 6 mois plus tard, donc dans les chapitres maintenant, elle est devenue une espionne, elle a intégré une ville, elle est à New York en fait, enfin dans le New York futuriste, et elle doit surveiller une organisation, voilà, pour faire tomber un petit peu l'organisme et faire avancer les opérations rebelles. Voilà, le problème c'est qu'elle se retrouve embarquée dans un kidnapping, et puis évidemment elle va se lier d'amitié avec le jeune homme qu'elle devait surveiller, qui au départ est un ennemi en fait, on va dire. Voilà. Et elle se lie d'amitié avec lui, et puis évidemment la relation devient compliquée, puisque lui, cet ennemi, est comme elle avant persuadé que le déliria ou le délirium, l'amour, c'est quelque chose de dangereux. Il a en fait toutes les idées qu'on lui a mis dans la tête depuis qu'il est enfant. Et il se retrouve enfermé avec Lena qui, elle, est contaminée, voilà, par l'amour. Voilà, et donc il y a un face-à-face entre eux, un petit peu un huis clos. Et on se rend compte au fil des pages que, en fait, tout ça fait partie de quelque chose d'encore plus grand. Enfin, c'est un peu compliqué à dire sans spoiler, donc je ne vais pas vous raconter parce que c'est un petit peu la chute de l'histoire. Voilà, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas transporté, mais j'ai pris plaisir à lire cette histoire. J'aime beaucoup en fait le monde mis en place par Lauren Oliver. Je trouve qu'il est assez travaillé, assez recherché pour de la littérature young adulte. Là, on est vraiment dans une dystopie, enfin ce qu'ils appellent la dystopie. La dystopie, je trouve que c'est plutôt bien mené, plutôt sympa. J'aime bien la narration mise en place par Lauren Oliver. Donc ce côté alternance de chapitres du passé et du présent, je trouve ça vraiment sympa. Je suis pas particulièrement fan de Lena.
J'aime bien suivre ses aventures, mais je suis pas non plus complètement à fond derrière ce qu'elle peut vivre. Par contre, j'ai bien aimé le personnage de Julian, donc le jeune homme qu'elle suit. Même si c'est un petit peu attendu ses réactions, j'ai trouvé que c'était pas trop mal mené, mine de rien. Voilà, une fin que Elodie avait devinée. C'était évident en fait que ça allait se terminer comme ça, donc tu avais bien vu Elodie, tu avais bien compris les choses. Et on sait d'ores et déjà de quoi va être fait le 3e tome, que je lirai très certainement. Parce que c'est une trilogie, donc il me reste plus qu'un tome pour le terminer. J'ai bien envie de savoir comment cette histoire va se terminer, comment Lena va faire pour s'en sortir, que ce soit dans sa vie de rebelle, mais également dans sa vie amoureuse, puisqu'on sent le triangle amoureux arriver à des kilomètres, forcément. J'espère que ça sera pas trop nul comme triangle amoureux. On verra dans le 3e tome. Voilà, donc une bonne lecture. Pas extraordinaire, mais quand même un bon cru dans la littérature du genre. Je suis en train de lire le 1er tome de Spellman, et ça s'appelle Spellman et Associés, de Lisa Lutz, au livre de poche, comme vous pouvez voir. Donc j'ai quand même pas mal avancé, puisque je suis à la page 267, et il y en a 400 et quelques, 450 presque. J'espère le finir, soit... peut-être pas aujourd'hui, hein, il me reste plus de 150 pages à lire, donc peut-être pas aujourd'hui. Mais j'espère le terminer au moins demain. Alors, les Spellman, c'est un peu une enquête policière avec un peu de la chiclite en fait, derrière. C'est une enquête policière assez humoristique. Les Spellman, c'est une famille un peu timbrée, même très timbrée. En fait, c'est une famille de détectives privés. Donc vous avez les 2 parents, qui sont détectives depuis des années et des années, et vous avez les 3 enfants. Alors, l'aîné, qui s'appelle David et qui a 30 ans, lui, il a lâché l'affaire familiale pour devenir avocat. Ensuite, vous avez Isabelle, qui a 28 ans, qui est la narratrice de cette histoire, qui vit toujours chez ses parents et qui fait partie de l'affaire familiale et qui est donc détective privée, et c'est pas facile à vivre tous les jours. Et vous avez la petite sœur, qui a 14 ans, donc il a 14 ans de moins que Isabelle, et qui s'appelle Ray, R-A-E. Petite sœur est très maligne et un sacré caractère, elle est assez amusante à suivre. Alors, au début, j'avais un petit peu de mal. En fait, je lisais pas ça sans déplaisir, mais je trouvais que ça partait un petit peu dans tous les sens et j'arrivais pas à trouver le fil conducteur de l'histoire. Maintenant, ça y est, c'est installé. Même si ça part un petit peu dans tous les sens, parce qu'en fait, vous avez une grosse intrigue si vous voulez, et à l'intérieur, plein de petites intrigues qui partent dans tous les sens, donc c'est pas forcément très facile à suivre. Mais une fois qu'on a ça en tête, ça va, ça se passe mieux. Alors, la grosse intrigue, en fait, c'est que Ray, la petite sœur de 14 ans, a disparu, a été enlevée, apparemment. Et donc, on cherche qui l'a enlevée, ou pourquoi elle a disparu, où elle est, etc. Et donc, pour résoudre l'histoire, on va repartir des mois, voire des années avant, pour voir comment on a pu en arriver là, comment elle a pu être enlevée et comment elle a pu disparaître. Donc on découvre l'histoire de cette famille, et notamment l'histoire d'Isabelle, la narratrice principale qui a donc 28 ans, qui nous explique comment elle était un petit peu adolescente, et ce qui se passe maintenant qu'elle a une sœur, et comment ça se passe avec Ray qui a 14 ans et elle 28. Voilà, c'est plutôt amusant, il y a vraiment des passages assez marrants. C'est le gros point positif, je pense, de cette histoire. C'est léger, c'est frais, ça plus à dire. Je pense que cette histoire me marquera pour le côté amusant, le côté loufoque, etc. Par contre, je pense pas que ça devienne une histoire qui me marquera à vie et que je conseillerais forcément. Ça ne sera pas un indispensable, je pense, dans mes lectures, mais ça reste sympa et je suis contente d'avoir choisi ça pour mes vacances, puisque c'est vraiment une lecture estivale à mon goût. Voilà, donc je le finis très vite et je vous en parle mieux la prochaine fois. Ensuite, j'ai prévu de continuer absolument l'intégrale de Succession de Scott Westerfeld chez Pocket. Donc c'est une intégrale de plus de 600 pages, presque 700.
C'est écrit assez petit, les pages sont fines, et c'est du space opéra. Donc c'est un peu comme Star Wars, si vous voulez. C'est de la science-fiction qui se passe dans l'espace. Voilà, en gros. Je trouve ça hyper compliqué à lire, ça ne me passionne pas du tout. Je peine vraiment à lire cette histoire. J'en suis à la page 92, ça ne décolle pas. Je suis incapable de vous expliquer, de vous faire un résumé de ce que j'ai lu. Je suis incapable de vous parler de l'intrigue principale. Voilà, je dois le lire puisque c'est un service presse et je dois rendre absolument ma chronique dernier délai au mois d'août. Donc il faut absolument que j'avance. Je ne le lirai peut-être pas en entier puisque je pense que ça va être dur, à moins que ça décolle et que je finisse par adorer. Mais il faut que j'en lise au moins, je dirais, la moitié quand même pour savoir un petit peu de quoi ça parle et pouvoir en faire une chronique assez... en ayant assez de clés en main, sinon... ça va pas être hyper pratique. Voilà. Donc, Scott Westerfeld, je l'avais lu en jeunesse avec Uglies, par exemple. C'était plutôt sympa. C'était jeunesse, donc ça se lisait vraiment très bien. Là, dans de la science-fiction adulte, c'est chaud. Donc je vais vraiment m'y mettre très sérieusement. Il faut que j'avance. Il faut que je me dise, tu lis un chapitre de ça avant de pouvoir lire un chapitre d'autre chose, parce que sinon, si ça continue comme ça, je vais lire tous mes autres livres et puis celui-là, je vais le laisser de côté. Donc ça va pas du tout. Il faut que je me motive. J'espère vous en parler beaucoup plus la prochaine fois, puisque j'espère au moins arriver à la moitié. On y croit. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire en VO le deuxième tome d'Harry Potter, de J.K. Rowling. Pourquoi ? Parce que j'ai hyper envie de lire Harry Potter en ce moment. En anglais, parce que j'ai envie de lire en anglais en ce moment aussi. Hier, j'ai regardé pendant plusieurs heures une chaîne en ligne irlandaise pour le record du monde de la ligne de claquettes de Riverdance. Et avant, il y avait plein de reportages sur l'Irlande et tout. Et je trouve ça... j'adore écouter l'anglais et je me rends compte que même si je capte pas tout, parce qu'ils parlent hyper vite et puis les Irlandais ont un accent pas possible, même si je capte pas tout, j'arrive quand même à me débrouiller et c'est vraiment un plaisir d'écouter l'anglais et de le lire aussi. Donc voilà, j'ai très envie de lire en anglais, donc je me prévois Harry Potter. Et en plus, je me dis, ça peut être un bon entraînement avant de commencer la lecture commune d'Orgueil et Préjugés en anglais le 1er août. Donc je commence un peu plus soft avec du Rowling avant de lire du Jane Austen en anglais. Voilà, donc très 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 envie. Je finis les Spellman et ensuite je commence Harry Potter 2 en anglais en alternant un petit peu avec Succession que je viens de vous montrer. Et ensuite je vous montre le livre que j'ai prévu. Je ne sais pas si je l'aurai lu d'ici la prochaine vidéo, mais je vous le montre quand même. C'est un historique chez Harlequin, donc ça va pas voler très haut je pense, mais c'est l'été, sur la chaise longue, c'est super. Ça s'appelle La Rebelle Irlandaise de Susan Wiggs. Donc ça se passe au XVIIe siècle en Irlande. Nickel, c'est tout ce dont j'ai envie en ce moment, de l'historique un petit peu neuneux en Irlande. Donc apparemment il y aura une grande histoire d'amour très intense entre une rebelle et je ne sais pas qui. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Je vous en parle, j'espère très. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures. Je vous dis, je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. J'ai pas envie de me prendre la tête, je ne donne pas de date en fait. Je verrai quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps, quand j'aurai des choses à vous dire. On verra, je vous tiens au courant sur la page Facebook de toute façon, sur le blog. Et puis bon, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous avez de toute façon une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Donc gardez l'œil ouvert et vous verrez bien. Je vous souhaite donc une bonne semaine, de belles lectures, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Et je vous dis à très très bientôt.